Bonsoir. La pandémie au coronavirus, on en parle toujours sur notre plateau. Les cas positifs sont toujours détectés dans notre pays et les mesures se multiplient pour circonscrire le mal. Ce soir, nous donnons une fois encore la parole à nos invités pour la suite de la sensibilisation. Et nos invités ce soir, nous avons Dr Sosinou Aoussi. Il est le secrétaire général du ministère de la Santé, épidémiologiste et également coordonnateur adjoint donc de la coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19. Docteur Aoussi, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir à tous et à toutes. Nous avons également professeur Mounirou Salou. Il est pharmacien, microbiologiste et membre du conseil scientifique. Professeur Salou, bonsoir. Bonsoir Anita, bonsoir chers téléspectateurs. Et nous avons également sur ce plateau un entrepreneur, le DG, le directeur général de Tanko Timati, Ismaël Tanko. Monsieur Tanko, bonsoir. Bonsoir Anita et bonsoir aux téléspectateurs et aux téléspectatrices. Merci. Alors, docteur Aoussi, bon, comme toujours sur ce plateau, nous allons commencer avec, disons, une sorte de présentation de la situation. Alors, où en est-on aujourd'hui par rapport à la pandémie dans notre pays? Merci beaucoup Anita encore. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette assiduité à animer permanemment cette émission, ce qui a permis à la population d'avoir une meilleure connaissance donc, de cette épidémie, les modes de transmission, comment on prévient la maladie, et pour ceux qui sont infectés, comment nous les gérons. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier, tous les hommes de médias, tous les hommes et toutes les femmes, bien sûr, de médias. Merci. Je voudrais remercier également tous les téléspectateurs qui reçoivent nos messages et qui les transmettent fidèlement à la population pour l'observance des règles de prévention. Donc, ce qui a permis donc, de limiter la propagation de cette épidémie dans le pays. Nous sommes aujourd'hui à plus de 1800 cas de Covid-19 depuis le début. Vous savez que le premier cas a été trouvé le 5 mars de cette année. Donc, le 5 octobre prochain, ça sera donc le 7e mois. On va boucler 7 mois, nous sommes dans le 7e mois. Ce qui est intéressant, c'est que plus de 3 personnes sur 4 des personnes infectées sont déjà guéries et réinsérées dans la population. Mais nous déplorons malheureusement 48 morts. Je voudrais profiter ici pour présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées et encourager le reste de la population, nous, à continuer le strict respect donc, des règles barrières pour limiter, voire annihiler la propagation de cette maladie. Merci beaucoup, docteur Aoussi. Alors, monsieur Tanko, la situation depuis bientôt 7 mois, on va dire, donc voilà comment elle se présente et cette dernière semaine également avec un accroissement des cas des cas positifs à la maladie. Alors dites-nous, vous en tant qu'entrepreneur, comment vivez-vous la situation, surtout l'augmentation subite des cas positifs? Comment vous vivez la situation? Ok, merci. Bon, pour dire la vérité, si on parle d'augmentation subite des cas, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, à titre individuel et dans mon entreprise, je n'ai aucun cas. Donc, ce qui fait que, disons que cette situation n'a pas encore un impact en termes de ressources humaines directes sur notre entreprise, mais en termes de conséquences en général de la pandémie sur le Togo, sur l'environnement économique et sur les entreprises, ça c'est indéniable qu'il y a énormément de conséquences négatives, peut-être parfois mi-figue, mi-raisin sur mon entreprise et sur les entreprises des autres jeunes entrepreneurs. Alors dites-nous, alors monsieur Tanko, quel est votre, on va dire peut-être votre secret? Comment vous, bon c'est vrai que ce n'est pas dans tous les services quand même qu'il y a des cas positifs, mais comment êtes-vous arrivé à peut-être garder votre personnel en bonne santé? Bon, c'est toujours les messages de sensibilisation
que nous diffusons, que nous essayons de respecter en interne aussi, respecter les mesures barrières, se laver des mains, donc se laver les mains assez régulièrement. Donc nous avons des dispositifs de lavage de mains. Étant une société agroalimentaire, nous on a été habitués à porter les masques, à porter les gants, à porter les bonnets. Donc nous, c'est quelque chose de normal pour nous. C'est pas avec la pandémie qu'on a commencé. Donc nous respectons les mesures barrières et puis nous sensibilisons aussi nos employés en leur disant attention à comment vous vous comportez à l'extérieur de l'entreprise parce que on peut vous sensibiliser ici, mais quand vous sortez, il ne faut pas aller récupérer le virus et puis le ramener à l'intérieur. Donc, c'est ce que nous avons tenté de faire. Et puis, en essayant aussi de respecter les mesures de distanciation sociale, ça a eu un impact négatif sur nous, mais bon, on essaie de faire avec et puis d'avancer. D'accord. Alors, Monsieur Tanko, on reviendra tout à l'heure donc à vous pour découvrir, disons, comment votre entreprise a subi le coup de la pandémie. Mais professeur Salou, vous, à votre niveau, en tant que pharmacien, microbiologiste et membre du conseil scientifique, dites-nous quelle lecture ou quelle analyse faites-vous de la situation à ce jour où on dénombre 48 décès, mais un très grand nombre de guéris également. Quelle est votre lecture de la situation? Merci Anita. Notre lecture de la situation, à ce jour, disons que nous avons quand même moins de 500 cas actifs pour le Togo, ce qui est une bonne chose quand même. Et que, en tant que membre du conseil scientifique, nous avons noté une évolution dans la gestion de cette crise et des décisions courageuses ont été prises pour maîtriser l'avancée de la pandémie. On note des éléments de réponse qui donnent espoir. En tout cas pour le biologiste, le microbiologiste que nous sommes aujourd'hui, il y a peut-être une dizaine de jours, un édifice a été présenté à la télé, le laboratoire qui est disponible sur le site de l'aérogare, qui est un atout et qui, on peut peut-être le regarder dans la sous-région si nous ne sommes pas les seuls pour l'instant à avoir sur le site un laboratoire de ce genre et qui, pour moi, est efficace, même dans le rendu du résultat. Chacun de nous peut le comparer aujourd'hui. On a des parents qui voyagent, qui vont même en Europe, ou à Abidjan, ainsi de suite. Le délai même de rendu de résultats pose des problèmes dans certains pays, ce qui fait même ajourner les vols. Alors qu'ici au Togo aujourd'hui, en 24 heures au maximum, vous avez votre résultat. C'est quelque chose de bien. Sur le plan de la visite des structures de soins pour les malades, peut-être au début, il y a 3 mois, il y avait beaucoup de peur et les malades avaient de la peine à venir à l'hôpital. Je crois que les choses sont en train de changer. Si nous devons donc encourager la population, c'est ceux qui ont des signes de la maladie, en tout cas, comme décrit, pour ressembler à Covid-19, ce sont ces personnes-là qui doivent vite arriver à l'hôpital pour que la prise en charge soit plus facile. Peut-être que c'est cela qui explique les quelques cas de mort que nous déplorons ces temps-ci. Pour l'instant, c'est sous cet angle-là que nous voyons les choses. Il faut revoir la sensibilisation. On a comme l'impression qu'après 6 mois, il y a de la lassitude quand même auprès de la population. Et c'est pour cela que nous ne devons pas baisser les bras, mais il faut trouver des moyens qui permettent de bien sensibiliser la population sur la réalité de cette pandémie. D'accord. Alors, professeur Salou, je reste avec vous. Avoir les chiffres que nous avons, disons, il y a quoi, 1 mois et au-delà, on pourrait penser que la situation est alarmante, mais à la conférence de presse de la coordination nationale de gestion de la riposte cette semaine, on aurait appris que la contamination au coronavirus connaîtrait une légère diminution. Bon, avant de donner la parole à l'adjoint, est-ce qu'on peut nous expliquer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, bon, nous on voit que le taux augmente, 25 cas la dernière fois, 16, 17, et on nous dit que la contamination est en légère baisse. Comment cela s'explique? C'est normal, cela s'explique
quand on regarde, c'est vrai que le SG reviendra là-dessus, que nous avons une relative tendance à la stabilité. Si on regarde le nombre de cas hebdomadaires, il y a juste après la Tabaski, où il y a eu des clusters dans des zones où des mesures n'ont pas été prises, eu égard la festivité, les cérémonies. C'est des actions de grands groupes qui favorisent cette transmission lorsqu'on n'observe pas les mesures barrières. Et cela a contribué à augmenter le nombre de cas, puisque quand un individu est contaminé, c'est sûr qu'il le transmet à d'autres personnes. Et donc, dès que les mesures, comme d'habitude, ont été prises pour contenir ces foyers, très rapidement, et les équipes d'intervention rapide sont allées à la recherche des potentiels cas, et la sensibilisation est revenue, tout le monde avait vu. Je crois que c'est aussi ce qui caractérise l'humain. Comme vous l'avez dit, on a tous eu peur pour dire, mais tiens, cette histoire-là, on pensait qu'on était en train de la maîtriser, elle tient, et il y a une prise de conscience. Je pense que c'est cela qui explique une relative, mais rien n'est gagné. Si nous baissons les bras, on aura encore des flambées. D'accord. Alors, docteur a aussi peut-être plus d'explications sur ce fait, parce que depuis mercredi, je vous avoue que d'abord la conférence est passée, j'ai donné la situation le jour là, je crois qu'on était à 25, et après quelqu'un me demande, mais comment vous dites qu'il y a légère diminution, mais on est à 25. Docteur a aussi, comment ça se passe? Bon, au fait, le coordonnateur avait fait la conférence de presse le matin. Et réellement, les jours précédents, nous avons eu un nombre assez moins élevé de cas. Sur 4-5 jours, on avait eu moins de 10 cas. Au fait, c'est de ça le coordonnateur parlait. Okay. Mais il s'est fait que, comme la conférence de presse a eu lieu plus tôt dans la journée, alors qu'il n'avait pas encore le point de la journée, le point de la journée elle-même, où on a eu 25, c'est vrai que ça a créé un peu de contraste. Même hier aussi, on a eu 25. Bon, disons que depuis 2 mois environ, la courbe, la tendance tourne toujours entre 10 et 20 cas. Au fait, c'est ça. Ce qui dénote une certaine maîtrise quand même de l'épidémie. Vous savez, nous avons depuis 7 mois 1800 et quelques cas. C'est ce que certains pays obtiennent en un jour. Et même plus. Même plus. Il y a des pays qui ont battu le record avec 50 000, je ne sais pas, plus quoi, de cas en une journée. Je voudrais profiter ici pour féliciter les populations des préfectures de Tchamba, de Sotoubois, de Tchaoudjo, de Tandjouaré, où il y a eu des zones qui ont été bouclées, mais aussi d'autres préfectures qui ont souffert, comme Mo, Koza, Blita, et sincèrement remercier la population pour leur pleine adhésion aux directives que le gouvernement a données pour faire face à la propagation de cette maladie. Ce qui est intéressant, c'est que les préfectures que je viens de citer là, le nombre de cas a relativement baissé. Parfois, on passe une semaine entière sans trouver un seul cas, ce qui dénote vraiment le respect des mesures barrières. Et c'est au profit de la population locale et c'est au profit de nous tous, puisque si ils éternuent, nous aussi on peut être enrhumés, vous voyez, non? Donc c'est pour ça que nous faisons cette lutte-là. Merci beaucoup, docteur. Alors, Monsieur Tanko, je viens à vous pour évoquer justement les conséquences de cette crise que nous vivons depuis plusieurs mois déjà. Sûrement que les téléspectateurs se souviennent, vous étiez passé sur ce plateau il y a plusieurs mois déjà, pour déjà évoquer les conséquences, les impacts de la pandémie sur votre entreprise. Alors aujourd'hui, à près de 7 mois, si vous devez faire le bilan, le rapport des conséquences que la crise a sur votre entreprise,
Tanko Timati, qu'on connaît si bien. Alors, comment on est passé de mars, avant mars jusqu'à aujourd'hui, comment se porte votre entreprise? Ok. Bon, je dirais que en fin mars, on a eu comme une embellie qui paraîtrait un peu bizarre, mais elle est due à quoi? Elle est due au simple fait que quand on est arrivé aux alentours du 20 mars, tout le monde a pensé qu'on irait vers un confinement général. Donc les gens ont commencé à faire des approvisionnements. Et étant donné que les gens ne pouvaient pas acheter de la tomate fraîche qu'ils allaient garder dans la chambre et qu'ils savaient que notre produit c'était de la tomate fraîche, mais qui est conservable sur 2 ans, les gens se sont rués sur le produit. Donc pendant 2 semaines par là, on a eu une embellie et il y a eu le discours du chef de l'État le 1er avril. Et bon, tout le monde s'est dit, bon, ok, on ne va pas vers le confinement. Et donc c'est là que les chiffres ont plongé. Toutes les prévisions. Parce qu'il fallait maintenant consommer tout ce qu'on a. Voilà, bon, donc toutes les prévisions étaient ratées et tout. Le chiffre d'affaires n'a pas été celui qu'on attendait, alors que les charges sont restées les mêmes. Donc il y a eu déjà cette question de baisse de chiffre d'affaires. Et ça, c'est pas que chez moi, chez les autres entrepreneurs aussi, on a eu la même chose dans pratiquement tous les secteurs. Et comme il y avait eu bouclage des différentes, en tout cas de certaines zones, fermeture des frontières, on a aussi observé un renchérissement des frais logistiques, notamment le transport. On envoyait, nous ou d'autres entrepreneurs, vous envoyez de la marchandise à Cotonou à un certain prix, du jour au lendemain, le prix a été multiplié par 4. Des entrepreneurs qui prenaient de la matière première à l'intérieur du pays. Du coup, les frais de transport ont été multipliés par 3, par 4. Et donc, ce qui a fait que déjà les marges prévisionnelles de ces entreprises-là ont commencé à fondre. Et donc, les marges baissent, le chiffre d'affaires baisse, mais les charges fixes restent constantes. Vous avez le même montant de salaire, vous avez le même montant de loyer, le même montant pour Internet, etc. Avant de venir, moi j'ai appelé quelques amis, par exemple un jeune entrepreneur qui dit il faisait à peu près 50 000 bouteilles, il est dans le jus, il faisait à peu près 50 000 bouteilles par mois, il est tombé jusqu'à 10 000 bouteilles. Alors que il doit continuer à fonctionner, son propriétaire ne va jamais lui réduire les frais, le loyer, etc. Donc ça fait que les fonds de roulement des entreprises ont fondu. On a perdu nos fonds de roulement, vous n'avez plus d'argent, vous produisez, vous vendez, mais comme vous vendez pas au rythme auquel vous avez l'habitude de vendre, vous perdez de l'argent. Et quand c'est comme ça, vous ne pouvez plus produire à nouveau. Et ça s'est produit dans plusieurs secteurs. Dans l'hôtellerie, ça carrément, les gens ne faisaient plus rien du tout. Non. Dans le domaine de l'habillement, du vestimentaire, aussi, ça a été la crise, en tout cas pendant les 2 premiers mois. Et certains entrepreneurs se sont reconvertis à la production de masques. Et donc, ceux qui ont pu faire des offres aux entreprises et tout, eux, ils ont pu un peu tirer leur épingle du jeu parce que c'était un marché qui est venu les aider. Donc, nous aussi, à notre niveau, on a essayé de diversifier parce que vous perdez de l'argent quelque part, il faut forcément retrouver si vous voulez survivre. Donc, c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc, voilà un peu les quelques difficultés que les entrepreneurs ont eues et qu'ils continuent d'avoir d'ailleurs jusqu'à ce jour. Alors, est-ce que on a vu un peu ce que vous avez vécu et vous vivez. Et alors, quand disons que vous perdez des sous, disons les charges, peut-être logistiques augmentent et tout, est-ce qu'au niveau de Tanko Timati, il y a eu réduction de personnel, vous avez revu votre temps de travail et tout ça? Il y a eu des réaménagements? Bon, il faut noter que notre entreprise est une entreprise qui produit de manière saisonnière. Donc, nous produisons uniquement quand nous avons de la tomate en abondance. Okay. Et donc, parce qu'il y a eu une question de nécessité d'observer des gestes barrières de la distanciation sociale, en général, quand nous produisons dans la saison, nous prenons des temporaires qui sont à peu près une 60aine. Cette année, on n'a pas pris jusque-là, on a pris juste une 20aine.
parce que notre site n'était pas au départ dimensionné pour respecter de la distanciation sociale avec 60 personnes. Donc ce qui a fait que nous n'avons pas non plus pu produire la quantité qu'il nous aurait fallu produire. Donc ça fait que déjà ça aussi c'est un impact négatif qu'on doit gérer dans les mois à venir, parce qu'on peut peut-être avoir de la rupture de stock. D'accord. Alors, docteur Aoussi, au niveau de la coordination, est-ce que vous avez également de ces retours-là, enfin les entrepreneurs de différents secteurs vous reviennent par rapport aux conséquences que leurs entreprises subissent et tout? Oui, merci beaucoup, Anita. Au fait, ces questions, quand on me les pose, je me réfère plutôt aux missions de la CNGR. Les missions de la CNGR sont focalisées essentiellement sur la gestion de l'épidémie. Les conséquences que cela entraîne, c'est les secteurs. Suivant chaque type de défi, c'est les secteurs qui y font face. C'est le lieu ici, donc, de remercier l'appui que la commission scientifique donne. Parce que le gouvernement, quand il a besoin d'avoir plus d'éclairage sur certaines questions qui dépassent le seul secteur où il faut prendre des décisions, la CNGR donne ses avis. Le conseil scientifique qui a le potentiel d'aller voir ce qui se passe ailleurs, d'ailleurs le professeur Salouela va donner plus de détails sur ça, voir ce qui se passe ailleurs, ramène les éléments pour étoffer nos argumentaires, ce qui permet donc au gouvernement de prendre des décisions. Mais ce qui est intéressant au Togo, c'est que beaucoup d'innovations ont été faites. Et vous avez vu l'accompagnement des populations, des entrepreneurs en termes de fiscalité et tout ça là. Bon, c'est pas ma spécialité, je préfère me focaliser sur les mesures sanitaires. Donc voilà, donc je crois que c'est comme ça se passe. Nous, nos missions, c'est essentiellement la gestion planifier, faire mettre en œuvre à partir des comités locaux de gestion de riposte de Covid-19, faire un suivi, évaluation, assurer l'approvisionnement, discuter sur les risques d'évolution rapide de la maladie et anticiper sur des scénarios d'action. Voilà, c'est ce que nous faisons au quotidien. C'est pour ça d'ailleurs que la CNGR est très prolifique et les choses avancent très vite. Ça évolue. Et bien sûr, avec l'appui du secteur santé même, puisque le ministère de la Santé même est là. Oui. Le ministère chargé de la Santé est là. Donc, c'est les acteurs du ministère de la Santé qui sont très vivement sollicités. Les préfets et les maires, plus les chefs, tous les leaders d'opinion au niveau décentralisé qui nous appuient donc dans nos actions. D'accord. Alors, professeur Salou, je viens vers vous. Justement, docteur Aoussi a évoqué un peu le conseil scientifique. Vendredi dernier, nous évoquons justement la mission de cet organe-là, mis en place par le chef de l'État. Alors, dites-nous, où en sont vos réflexions, on va dire, parce qu'on a compris que le conseil scientifique est, disons, la tête pensante de cette riposte-là. Alors, où en êtes-vous dans les réflexions? Merci. Vous avez bien posé la question où nous en sommes dans les réflexions. Et c'est des préoccupations de tous les Togolais, de tous nos concitoyens, que nous, comme l'a dit le SG, nous en approprions et nous regardons ce qui est fait un peu ailleurs et nous consultons ce que j'ai tantôt tendance à appeler la littérature grise, pour voir qu'est-ce que la science dit. Aujourd'hui, nous avons des priorités. Nous allons reprendre l'école bientôt. Il faut ouvrir l'école. Comment cela doit se faire? Il y a les frontières terrestres qui sont officiellement fermées, même si l'on sait qu'il y a des subterfuges qui sont utilisés pour que les populations passent d'un point A à un point B. Il y a le problème des lieux de culte pour lesquels
Aujourd'hui, tout le monde veut bien qu'on ouvre toutes les mosquées, toutes les églises. Donc c'est autant de questions sur lesquelles nous réfléchissons et nous préparons des avis. C'est comme ça que nous essayons d'hiérarchiser les problèmes et nous réfléchissons. Et quand l'autorité nous saisit sur une question d'intérêt, alors on planche là-dessus. Parce que peut-être on peut être un peu dans notre analyse, on peut oublier certains, puisqu'on peut s'auto-saisir comme on peut nous saisir. Et nous avons un avis consultatif. Et pour ça, vous réfléchissez également, disons, à la situation des entrepreneurs, vu que M. Tanko est avec nous. Sûrement que ça doit l'intéresser de savoir si le conseil scientifique émet également des avis concernant, disons, la santé des entrepreneurs, des entreprises togolaises. Bien entendu, c'est-à-dire quand l'autorité nous saisit, nous allons développer notre élément de réponse en tenant compte de tous les secteurs. Je me souviens par exemple lorsqu'il fallait ouvrir les frontières aériennes. Mais il faut voir au niveau des hôtels comment cela doit se faire. Parce que des passagers doivent arriver, comment faire pour ne pas qu'il y ait propagation de la maladie, ainsi de suite. C'est des questions pour lesquelles, et les questions pour lesquelles nous n'avons pas compétence, nous pouvons donc coopter des spécialistes pour qu'ils viennent nous entretenir sur ce que nous ne comprenons pas. Nous l'avons déjà fait, par exemple, pour les lieux de culte, en faisant appel à quelqu'un de l'administration territoriale pour nous dire comment les choses évoluent, comment le ministère, et on regarde par rapport au développement qui est fait, quelle est notre position, qu'est-ce qu'on peut ajuster, et nous faisons des propositions. D'accord. Alors, M. Tanko, vous avez évoqué les difficultés que vous rencontrez, mais est-ce que durant ce processus, disons, cette situation quelque peu difficile, vous avez reçu quand même des soutiens, de qui et en quel sens? Vous pouvez nous expliquer? Ok, disons que non, nous n'avons pas reçu de soutien, etc. Mais il faut préciser quand même que l'État a mis en place un certain nombre de dispositions qui sont censées être à la disposition des entreprises et des entrepreneurs. Donc on a eu les mesures fiscales selon lesquelles il y a eu comme un gel, en tout cas la possibilité de faire des reports d'échéance de paiement de tout ce qui est impôts et taxes. Il y a eu la CNSS aussi où si votre entreprise n'a pas le moyen de payer, vous ne payez pas, mais ce n'est pas de l'argent cadeau qui vous est donné, vous finirez par payer. Ah. Oui, vous n'êtes pas dispensé de... Vous n'êtes pas dispensé, ce n'est pas que, par exemple, la cotisation sociale, vous la devez, quel qu'en soit le cas. Mais si, à cause de la crise, vous n'avez pas les moyens de la payer immédiatement, vous pouvez différer son paiement. Voilà, donc c'est des reports d'échéance qui ont été faits. Au niveau de la BCAO aussi, ils ont vu avec les banques pour que les banques puissent faire des reports d'échéance de 2 fois 3 mois, sans intérêt aux entreprises qui le demanderaient. Et puis, il y a eu aussi, au niveau de l'État encore, les dispositifs FAEJ et FNFI, donc, qui ont lancé des produits à l'intention des entreprises, des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Ces deux dispositifs, il y a un qui est destiné aux entreprises qui font un maximum de chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA. Donc, votre entreprise qui fait entre 0 et 20 millions de francs CFA, vous vous adressez au FNFI. Et vous avez la possibilité d'avoir un crédit qui va jusqu'à la moitié du chiffre d'affaires de votre entreprise au cours de l'année précédente. Donc, si vous avez fait 20 millions l'année dernière, c'est que cette année, vous pouvez demander un crédit de 10 millions de francs CFA. Mais il faut être une entreprise formelle. Oui. Parce que c'est vos états financiers, ce que vous avez déclaré à l'OTR, qui vous permet de dire, oui, voilà ce que j'ai fait, et donc vous demandez un crédit qui est relatif à cela. Et au niveau du FAEJ, là, il n'y a pas de plafond. Donc, quel que soit le montant que vous souhaitez recevoir, si votre activité, si votre dossier démontre que vous avez besoin de ce montant-là est supposé vous être accordé. Donc, nous, on n'a pas demandé de soutien directement, mais il y a quand même des entrepreneurs qui ont demandé du soutien. Le petit souci par rapport à tout ça, c'est que il y a plusieurs qui ont demandé du soutien, mais qui n'ont pas encore eu de retour. Il y en a, par exemple, dont les dossiers sont dans le pipeline depuis 2 mois, depuis 3 mois, mais qui n'ont pas encore eu de retour. Donc, comme je le disais, si votre fonds de roulement est fini et que vous demandez ce soutien que l'État a mis en place et que vous attendez 2-3 mois, c'est que soit vous fermez votre entreprise en attendant, ou soit
vous mettez tout le monde au chômage et peut-être que vous seul vous travaillez. Donc voilà un peu sur la question du soutien éventuel qu'il y a eu ou que l'État a mis en place pour les entrepreneurs. D'accord. Et à votre niveau, quand on prend tant qu'Otimati, vous vous situez, enfin ces mesures prises là, vous aident un peu quand même? Comme je le disais, nous on n'a pas sollicité ces soutiens-là. Je vous disais tout à l'heure que, par exemple, les ventes n'ont pas été au niveau attendu. Donc les ventes n'ayant pas été au niveau attendu, nous avions déjà un stock qui était disponible. Okay. Donc, qu'il fallait liquider. Exact, qu'il fallait écouler. Et ensuite, je vous expliquais aussi que nous n'avions pas la possibilité d'embaucher le nombre de personnes que nous embauchons d'habitude pour travailler. Du coup, les quantités qu'on devait produire aussi ont été réduites. Donc tout ça a fait que nous n'avons pas sollicité ces soutiens-là parce qu'il faut savoir une chose, c'est des crédits, ce n'est pas des subventions, ce n'est pas des cadeaux. Et donc, en tant qu'entrepreneur, avant d'aller vers un crédit, il faut faire ces analyses, être certain de pouvoir rembourser le crédit. Ce que, par exemple, moi, j'aurais suggéré, par exemple, pour ces crédits, c'est que ce soit des crédits qui ont une longue période de différé. Oui. Et ça aurait été des crédits relance. C'est-à-dire que si on me dit aujourd'hui, on est toujours dans la crise Covid, je dis que je ne vends pas. Je vendais peut-être 50 000 bouteilles, aujourd'hui je vends 10 000 bouteilles, et qu'on me fait un crédit et que je dois commencer à payer tout de suite, on n'a pas réglé mon problème. Non. En principe, il faut, que je démontre que mon entreprise marche, qu'elle génère déjà du profit. Ensuite, si c'est le cas, on me donne un crédit, mais on me dit, tu commences à rembourser quand la crise est passée. Mais si on me dit de commencer à rembourser maintenant, alors que mon chiffre d'affaires, pendant la crise, est-ce que je peux m'en sortir? Donc, tout ça a fait que nous, on s'est dit, c'est un peu risqué. Donc, on a essayé de gérer en interne, avec des ressources parallèles, pour éviter de se mettre la corde au cou. Mais comme je le disais, il y a des personnes qui ont sollicité, qui n'ont pas pu avoir ou qui n'ont pas encore eu. Mais il y en a aussi qui ont sollicité, qui ont eu. Qui ont eu. Voilà. Donc, alors, professeur Salou, disons que toutes ces réponses ou toutes ces inquiétudes soulevées sont peut-être un plus pour les réflexions au niveau du conseil scientifique. Oui, absolument. Il y a des questions purement économiques qui sont abordées. Je pense que le conseil scientifique, s'il est saisi pour de telles questions, fera appel à des spécialistes. Parce que quand on l'écoute, il y a des risques à ne pas prendre. Oui. Mais en même temps, il faut trouver des moyens qui permettent aux entrepreneurs, aux entreprises de pouvoir continuer leur mission. Maintenant, il faut trouver des ressources. Et ça, c'est des questions que les autorités apprécient et en fonction des disponibilités, je crois, des réponses peuvent être apportées. D'accord. Docteur Aoussi, je reviens vers vous pour parler de la maladie, de sa manifestation. Depuis un certain temps, vous spécialistes professionnels de la santé, vous nous dites que la maladie est devenue maintenant communautaire. C'est vrai qu'avant, au début, on nous disait que ce sont les voyageurs, ceux qui étaient de l'extérieur, qui ramenaient en griffe la maladie. Aujourd'hui, elle est au niveau communautaire. Alors, comment est-on arrivé là? Bon. Vous-même, vous avez déjà tout dit. Communautaire parce que ce n'est plus ceux de l'extérieur qui viennent avec la maladie, c'est-à-dire la maladie se transmet dans la communauté. Alors, comment on en est arrivé là? Je crois que c'est juste lié à des échappements. Il y a certainement certaines personnes qui sont rentrées, qui n'ont pas été retenues par les mailles des filets que nous avons tendus pour pouvoir retenir ces personnes-là qui devraient rentrer dans le pays et qui certainement ont fini par amener la maladie dans les communautés. Et il n'est pas rare aujourd'hui que dans les hôpitaux, et on tombe sur des patients qui ont des signes de la maladie et que quand on fait le test, ça devient positif. Et il n'est pas rare également que certaines personnes ayant une meilleure connaissance de la maladie puissent se signaler et puis au testing, on découvre vraiment que ces personnes sont infectées. Alors tous ces aspects où on a plus de cas suspects,
venant de la communauté que des voyageurs, les populations cibles au départ, c'était les voyageurs, c'était les contacts de ceux qui sont infectés. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus les personnes suspectes de la maladie, les cas suspects, qu'on teste et qui deviennent positifs. Et ça nous donne tout l'argumentaire pour dire que nous avons aujourd'hui la maladie dans la communauté. Et ça veut dire encore que nous devons redoubler la garde, le respect scrupuleux des règles édictées, le port de masque, le lavage des mains, la distanciation physique. Et bien évidemment rappeler que dans nos conditions de vie, le risque d'infection est plus élevé, est d'autant plus élevé que quand vous partagez, sans respect des mesures barrières, vous partagez le même milieu clos avec quelqu'un qui est potentiellement infecté ou qui est infecté. Les véhicules, systématiquement, nous demandons à la population de porter les masques quand ils sont dans les véhicules. Les salles de ce genre, où il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de ventilation naturelle, même si vous faites la distanciation physique, ça ne suffit pas. Il faut forcément porter le masque. Il faut porter le masque parce que c'est des filtres. Très large et tout. C'est des filtres. Vous minimisez le risque de vous faire infecter ou d'infecter les autres. C'est ça le rôle du port de masque. Dans les hôtels, nous demandons, pour les quelques rares hôtels qui sont ouverts, nous demandons un changement régulier de la literie et un nettoyage régulier du sol, du lit, des salles de bain et de tout objet pouvant être manipulé par une tierce personne, les télécommandes, les boutons d'interrupteur, etc., etc. D'accord. Mais c'est Voilà. bien de le rappeler parce que c'est vrai que nous vivons tous les jours, on se dit peut-être qu'on est plus protégé à la maison que dehors, mais il faut dire que la maladie est partout finalement. Exactement. Alors, M. Tanko, disons que nous, depuis plusieurs mois maintenant, nous avons compris qu'il faudra vivre avec la maladie. Les activités ont repris avec la réouverture de l'aéroport Gnassingbé et Adema. Alors, au niveau de Tanko Timati, est-ce que la reprise depuis quelques mois a eu un impact sur vos activités déjà? Vous ressentez cette reprise-là ou pas? Non. Nous, par exemple, l'ouverture de l'aéroport n'a pas d'impact sur notre activité. Vous n'exportez pas encore? Non, nous n'exportons pas. En tout cas, pour le peu que nous exportons, nous passons par les voies terrestres. Donc, Cotonou, et puis le Burkina, le Mali, éventuellement. Donc, pour le moment, il n'y a rien. Donc, les frais logistiques, par exemple, de transport vers le Bénin sont toujours très élevés, et vers le Burkina, c'est toujours très élevé. Donc, ce qui fait que on a dû arrêter. Donc, tant que, par exemple, les frontières terrestres ne sont pas ouvertes, nous, on ne pourra pas envoyer nos produits vers le Bénin. C'est la même chose pour plusieurs jeunes entrepreneurs aussi qui envoient leurs produits comme ça par des taxis vers les pays de la sous-région. Professeur Salou, au niveau de l'aéroport, justement, l'aéroport a rouvert depuis plus de 2 mois aujourd'hui. Alors, s'il faut faire un bilan déjà de tout ce dispositif mis en place pour justement éviter qu'on ait peut-être, disons, un pic élevé de la contamination. Quel bilan pouvez-vous dresser très rapidement sur les activités au niveau de l'aéroport international Gnassingbé Adema? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, les activités au niveau de ce laboratoire de l'aérogare se déroulent très bien. C'est vrai qu'en commençant, on apprend un peu de nos erreurs, mais aujourd'hui, en termes de délai de rendu de résultats, je pense qu'on est très bon. Et le circuit est bien défini pour les patients qui doivent voyager. Ce qui doit être fait est connu aujourd'hui. Et en tout cas, pour l'instant, on demandait d'avoir des tests qui datent de pas plus de 5 jours. Mais on est en train d'affûter des choses. Pour voir le délai. Pour voir le délai. Nous sommes dans un espace
pour harmoniser les choses, mais en ayant à l'esprit la protection de la population. C'est surtout ça. Les voyageurs qui rentrent aussi font les tests avant de venir, mais ils sont testés. Les résultats qu'on a démontrent qu'on n'a pas fait le mauvais choix de retester quand les gens entrent, parce qu'on en a identifié de positifs parmi eux. Mais le temps nous donnera encore des éléments, des arguments pour voir si cela doit être ajusté ou pas. Parce qu'il y a d'autres catégories de tests aussi qui commencent à être disponibles, qu'on peut utiliser pour aller vite, mais il faut les évaluer, il faut avoir leur performance en ayant toujours à l'idée qu'est-ce que nous faisons pour protéger au maximum la population. C'est pour ce qui concerne l'aérogare, ce sont les quelques éléments que nous pouvons donner. D'accord. Alors, le docteur a aussi l'état d'urgence sanitaire est prorogé. Nous avons encore 6 mois devant nous. Alors, peut-être il faut repenser la lutte. Selon vous, est-ce qu'il y aurait d'autres choses à renforcer, peut-être durant ces 6 prochains mois? Merci, Anita. Vous avez quelque part où c'est écrit qu'on a prorogé l'état d'urgence? Oui, mais la dernière fois, à l'Assemblée nationale a donné le quitus au gouvernement pour pouvoir le faire. Très bien, c'est ça, c'est maintenant que vous êtes venu. Si on vous donne le quitus... Non, parce que surtout, disons que les médias, nous... Attendez, vous voulez vous inscrire au master de sciences politiques, je ne sais pas dans quelle université, on vous donne l'autorisation de vous inscrire, ça veut dire que vous êtes inscrit? Non. Pas encore, oui. Voilà, au fait, les tests constitutionnels, je ne vais pas faire le juridisme un peu comme je le fais souvent. Les tests constitutionnels, notamment à l'article 94, donnent simplement la possibilité au gouvernement de prendre au maximum 3 mois d'état d'urgence en cas de crise. Mais il s'est fait qu'en début de crise, le gouvernement avait pris d'emblée les 3 mois. Donc ça allait du 16 mars au 15 juin. C'était épuisé. Mais pour pouvoir décréter encore un état d'urgence, il faut avoir l'autorisation de l'Assemblée. C'est ça d'ailleurs qui a fait que depuis le 15 juin, on n'est plus en état d'urgence. C'est à partir du 15 juin, ce que le gouvernement décrétait, c'est qu'il y avait un acte administratif qui disait toujours que les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, les mesures prises se poursuivent pour 45 jours, qui étaient renouvelées même une fois. Donc 45 jours, puis 45 jours. Mais c'était les mesures prises quand on était en état d'urgence. Mais attention, nous sommes en urgence épidémique parce que, et Covid, c'est une urgence épidémique, mais nous ne sommes pas actuellement en état d'urgence. Mais aujourd'hui, le gouvernement a l'arme, a la caution de décréter un état d'urgence, que ce soit localement ou sur le plan national, l'état d'urgence quand il voudra, en fonction de la manière dont la situation se présente. Donc voilà. Alors, ça, je crois que c'est clair. Maintenant que la maladie se poursuit. La maladie se poursuit et nous sommes en train d'aller vers les activités de routine en vivant avec Covid-19, avec la maladie. Alors, ce qui risque d'arriver, en tout cas, nous, techniquement, ce qui risque d'arriver et les propositions qu'on pourra faire au gouvernement, c'est que si dans un quartier, dans un village, dans un canton, dans une ville, dans une préfecture, le nombre de cas venait à s'élever de trop, le gouvernement se réservera le droit de décréter localement l'état d'urgence et qui pourra permettre au gouvernement d'imposer toutes les restrictions nécessaires pour juguler la crise. Voilà, en fait, c'est ça. D'accord. C'est ça qui fait que cette caution que la représentation nationale du peuple, qui est le Parlement, a donné au gouvernement, va permettre. Et ça encore, le gouvernement s'appuiera certainement, et je suis sûr, sur les suggestions de la CNGR et l'avis consultatif du Conseil scientifique. Et maintenant, avec tous les éléments que nos autorités ont,
ils ont le temps de juger s'il faut prendre ces mesures ou il faudrait peut-être donner d'autres directives pour le niveau opérationnel. D'accord. Merci beaucoup, docteur Aoussi, donc pour toutes ces explications, toutes ces précisions, justement. À professeur Salou, il est question donc de vivre avec la maladie, mais comment vivre avec Covid-19, justement, vu que au jour le jour, on s'infecte, on ne se rend pas compte de certaines habitudes que nous avions et que nous continuons pas à avoir, nous exposent, on va dire. Alors, comment vivre avec la maladie? Comment vivre avec la maladie? C'est déjà retenir que le risque zéro n'existe pas. C'est l'observance stricte des mesures barrières qui ont été rappelées plus ou moins tout à l'heure ici, en précisant aujourd'hui, la maladie est devenue communautaire. C'est là où il faut faire plus attention. Ce n'est pas parce qu'on se connaît, c'est mon frère, que le port du masque n'est plus nécessaire. J'ai dit dans mes propos introductifs qu'il y a un peu de lassitude. Il faut se laver les mains régulièrement, comme on l'a dit. Les dispositifs de lavage des mains aujourd'hui dans beaucoup de ménages, dans beaucoup de structures, pour nous, ne marchent plus bien. Oui. Il faut qu'on se ressaisisse. Les mesures ont été édictées. Pour l'instant, nous n'avons pas de remède. Nous n'avons pas de vaccin. Ce que nous avons, qui ne coûte pas, c'est la discipline à observer ces mesures. Il faut que nous les mettions en application. Il faut les accepter. Je pense que beaucoup seront d'avis avec moi qu'aujourd'hui, quand vous n'avez pas votre masque, vous sentez que quelque chose vous manque. Oui. Il faut que cela soit la règle pour la distanciation physique, cela soit la règle pour le respect des autres mesures en termes de nombre sur les espaces confinés. C'est comme ça que nous allons diminuer le risque d'être infectés. Et autre chose, les activités de routine devant continuer. Les autres maladies existantes, c'est une opportunité. Il faut que la population comprenne que ce n'est pas sur WhatsApp, ce n'est pas les fake news qui véhiculent la bonne information. Il faut écouter les structures publiques reconnues, les personnes aux ressources qui ont l'information pour que nous sachions ce qui est, ce qui doit être fait. Aujourd'hui, même les campagnes de vaccination, je voudrais revenir là-dessus. Et beaucoup d'informations ont été racontées sur la vaccination. Mais si la vaccination n'avait pas existé, peut-être que nous tous ici ne serons pas en vie aujourd'hui. Et il faut enlever de la tête de nos concitoyens les fausses informations, les fake news qui ne nous aident pas à avancer. La seconde campagne polio va commencer bientôt. Il faut que les ménages ouvrent leurs portes. Personne n'a rien contre les Africains, personne n'a rien contre les Togolais à travers un quelconque vaccin qu'on veut nous exterminer. Si on veut nous exterminer, je crois que d'autres moyens existent. Existent, et très facilement. Docteur, aussi, vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr, je voulais remercier le professeur Salou d'avoir ouvert cette brèche de débat pour d'abord remercier l'adhésion assez significative de la population parce que c'est quand même plus de 2/3 de la population qui en tout cas de la population cible qui s'était fait vacciner. Cependant, comme il le dit, il y a eu des réticences juste liées à la fausse information, à la divulgation des fausses nouvelles sur les réseaux sociaux. Ça ne nous honore pas. Et je voudrais inviter donc la population à se rendre prochainement à la prochaine campagne donc, de vaccination pour que nos enfants soient protégés. Je voudrais rappeler ce que c'est que la poliomyélite. C'est une maladie infectieuse qui, au stade ultime, paralyse. Vous verrez quelqu'un qui a un membre inférieur, un ou les deux en même temps, qui sont paralysés. Donc les muscles ne se développent plus et puis la personne est astreinte à rester un handicapé physique tout au long de sa vie. Nous pouvons épargner nos enfants de cela. C'est pour cela que nous profitons ici pour lancer cet appel à la population que ceux qui ont raté, ce n'est pas encore trop tard. C'est pour ça qu'il y a un deuxième tour. Voilà, ils peuvent toujours se rattraper. Et protéger leurs enfants, justement. Pendant que, bon, coronavirus circule, il vaut mieux protéger les enfants des autres maladies et faire face à cette pandémie. Alors, Monsieur Tanko,
vous avez peut-être des attentes parce que nous avons écouté parler. Nous vivons tous la situation à des degrés divers. Alors, quelles sont les attentes des entrepreneurs ou vous, en tant qu'entrepreneur, quelles sont vos attentes pour la suite, vu que nous sommes appelés à vivre avec la maladie? Qu'est-ce que peut-être vous souhaiteriez? Qu'est-ce que vous pensez faire peut-être pour la suite, tout en restant dans cette condition ou dans cette ambiance, entre guillemets, on va dire, de la pandémie? Ok. Je vais parler des attentes des entrepreneurs en général. Les entrepreneurs ont beaucoup d'attentes. La première attente, c'est déjà que le mécanisme ou les mécanismes d'accompagnement que le gouvernement a mis en place pour les entrepreneurs dans cette crise Covid puissent être plus rapides. Comme je l'avais dit, il y a certains qui ont reçu, mais il y a d'autres qui n'ont pas reçu encore, par exemple, les financements, entre guillemets, Covid. Donc, il faudrait qu'on puisse peut-être avoir un délai de traitement de dossier et qui soit communiqué à tout le monde pour que ces entrepreneurs-là sachent à l'avance que quand je postule pour ça, c'est 2 mois, c'est 3 mois ou c'est 3 jours que je dois attendre. Et comme ça, chacun est patient. Quand le délai passe, c'est là qu'il sait que bon, il faut que j'aille à la source pour voir. Donc ça, c'est la première attente. La deuxième attente, beaucoup d'entrepreneurs demandent à ce que l'État subventionne leurs charges fixes, c'est-à-dire loyer, salaire, etc. C'est une attente que moi je relais. On verra ce que ça va donner. La question des crédits aux entrepreneurs dans le cadre du Covid, de la Covid, comme je l'ai dit, il faut étudier des différés qui sont adaptés à la crise. Parce que on sait qu'on est toujours dans la crise et que pour beaucoup, les chiffres d'affaires ne sont pas remontés. Donc, les différés doivent être vraiment étudiés pour qu'on aille au-delà de ce qui se fait d'habitude. S'il faut donner un différé d'1 an à une entreprise, donnons-lui le différé d'1 an si on pense ou si ces chiffres des années précédentes démontrent qu'elle a la capacité quand même de faire du chiffre et de rembourser quand la crise sera finie. Ça, c'est une autre des attentes. Il y a une question d'exonération d'impôts qui revient. Un entrepreneur m'a dit, par exemple, qu'il a fait sa déclaration et on lui a fait un redressement fiscal de 2 millions et qu'on a exigé de lui de payer 50%, c'est-à-dire 1 million cash avant de pouvoir obtenir son quitus fiscal et sa carte d'opérateur économique. Ça, personnellement, je trouve, et cet entrepreneur aussi, et je pense que tout entrepreneur trouvera que ce n'est pas normal. Parce que l'État a décrété que si vous êtes une entreprise que vous n'avez pas les moyens de payer vos impôts tout de suite, ça devrait pouvoir se négocier avec l'OTR. Donc, il faut qu'on puisse regarder cet aspect-là pour que, en tout cas, surtout pour les jeunes qui se battent au quotidien pour faire des activités, quand je me présente, je n'ai pas de chiffre d'affaires et il y a un petit marché que je dois obtenir quelque part, mais on me dit il faut que je vienne payer telle portion de mon chiffre d'affaires, de mes impôts d'abord. Alors que vous n'avez même pas les sous pour ça. Exactement, ça pose problème. Ça pose problème. Au-delà de cela, les 25% de marchés publics qui sont accordés aux jeunes, et aux femmes. En général, ce qui me revient, m'est revenu comme retour, c'est que les personnes qui obtiennent ces 25%-là, qu'il y ait un mécanisme d'engagement de ces personnes-là à contracter avec des entreprises locales aussi pour exécuter ces marchés publics. Pour que ces 25%-là puissent avoir de l'impact aussi sur ceux qui sont en dessous. Voilà. Donc, je suis une entreprise, je suis peut-être dans les produits d'entretien. J'obtiens un marché pour nettoyer, moi j'en sais rien, le CASEF. Il faut que j'aille acheter mes produits d'entretien chez des entreprises qui sont locales et qui produisent du savon localement, de l'eau de Javel localement, etc. Là, tout le monde bénéficie. Voilà. Et ça, il faudrait peut-être juste qu'il y ait la possibilité que ces entreprises-là qui gagnent ces marchés prennent des engagements comme ça, afin que ça bénéficie à tout le monde. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le domaine du vestimentaire souhaitent que nos autorités s'habillent de plus en plus en mode local. Et ça, je rappelle, que nous sommes dans le mois du consommé local, tout le mois d'octobre, et que pendant ce mois, nous devons faire l'effort de consommer local, que ce soit nourriture, que ce soit habillement, etc. etc. Et
le fait de voir ces autorités qui sont en tenue locale, en tenue traditionnelle, ça a un impact sur le psychologique. Et aujourd'hui, on sait que la consommation locale n'est pas développée, à mon sens, en grande partie parce que ce n'est pas encore rentré dans notre subconscient, dans notre inconscient que consommer local développe le pays. Consommer local, quand j'achète un tissu quinté, par exemple, c'est la dame qui est au village, qui a tissé, qui gagne de l'argent et qui arrive à scolariser ses enfants. Ouais. Quand j'achète de la tomate Tanko Timati, c'est le producteur qui est dans le bas mono qui gagne de l'argent. Et donc, les entrepreneurs souhaitent que les autorités les encouragent, non seulement par peut-être les mesures qui sont prises, mais par les actes directement, eux-mêmes en s'habillant local. Et nous discutons souvent d'un simple fait, c'est que nous imaginons que tous les élèves des écoles publiques s'habillent en tenue traditionnelle comme uniforme. Imaginons ce que ça peut amener comme manne financière aux populations rurales. Parce que les tissus tissés là, en général, c'est les femmes qui sont à l'intérieur du pays, dans les villages, qui... Et c'est très solide. Et c'est très solide. Donc, imaginons qu'on laisse tomber ce que nous connaissons comme kaki et qu'on aille vers ces tissus-là. C'est une industrie, une véritable industrie qui peut se créer dans les communautés rurales. Donc, c'est un peu ça, les attentes. Voilà, que les jeunes entrepreneurs ont à ce jour. Et aussi bien dans le cadre de la crise. Vous faites le porte-parole sur voilà, le plateau. Donc je me fais le plaisir d'être le porte-parole. Pour nous les rappeler. Merci beaucoup, monsieur Tanko. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Covid, sensibilisation sur la pandémie. Mais avant de vous laisser repartir, chers invités, nous allons faire le tour de plateau. Monsieur Tanko, alors, après tout ce que nous avons dit sur la situation, ce que nous vivons, vous, en tant qu'entrepreneur, si vous avez peut-être un mot à l'endroit de vos collègues entrepreneurs et de la population en général, que diriez-vous? Ok, merci beaucoup. Un mot à l'endroit de mes collègues entrepreneurs, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, la diversification n'est plus vraiment une chose facultative aujourd'hui pour un entrepreneur. C'est une obligation. C'est une obligation. Aujourd'hui, ceux qui sont toujours en activité, ce n'est pas parce que forcément ce qu'ils faisaient continue de marcher, mais c'est parce qu'ils se sont diversifiés. Les gens qui étaient dans le vestimentaire, ils ont commencé à faire les masques. Les gens qui étaient dans l'hôtellerie, ils ont laissé leur hôtellerie, ils ont commencé à faire autre chose. Et donc, nous devons, en tant qu'entrepreneurs, réfléchir à comment nous faisons pour nous diversifier, comment nous faisons pour créer de nouvelles sources de revenus, afin de ne pas mourir, afin de ne pas laisser mourir nos entreprises. Et à l'endroit de la population, comme le docteur et le professeur l'ont dit, j'encourage vraiment tout le monde vivement à respecter les mesures barrières. Et souvent, je dis aux gens d'imaginer, de fermer les yeux et d'imaginer qu'ils vont rentrer dans un taxi. 5, 10, 50 personnes sont déjà rentrées dans ce taxi avant vous. Ils ont tenu la poignée, ils ont ouvert. Ils se sont assis, ils ont fermé. Vous passez, vous faites la même chose. Si quelqu'un est passé là-bas et qu'il avait le virus, c'est que vous attrapez ce virus-là. Vous allez chez votre coiffeur. Il est assis, il est debout, il vous coiffe, il vous parle sans masque. Vous risquez d'attraper le virus. Donc, vraiment, faisons attention. Les masques, c'est important. Le lavage des mains, c'est important. Éviter de se toucher le visage, c'est très important parce que au moins, si j'ai quand même le virus sur les mains, mais que je ne me touche pas le visage jusqu'à ce que je ne me lave les mains, j'ai plus de chances d'être indemne que si je me touche le visage à tout bout de champ. Donc, c'est quelques éléments que je voudrais apporter à la population comme dernier mot. Merci beaucoup, monsieur Ismaël Tanko, entrepreneur, directeur général de Tanko Timati. Tanko Timati, donc, vous avez donc eu l'opportunité de voir, de redécouvrir donc sur ce plateau juste à côté. Donc, voilà, Tanko Timati, une petite publicité donc à cette production locale. Professeur Salou, votre mot de fin? Merci Adita. Notre mot de fin, je crois que M. Tanko nous a dévancé, mais le masque que nous portons l'indique bien aussi. Consommons local, mangeons local, nous avons la chance de manger bio, nous allons renforcer notre système immunitaire. Cela va nous aider dans la lutte contre Covid-19 certainement. Soyons disciplinés, observons les mesures barrières.
Merci beaucoup, professeur Mounirou Salou, pharmacien et microbiologiste, également membre du conseil scientifique. Docteur Aoussi, un dernier mot? Le dernier mot, c'est vous encourager, vous les femmes et les hommes de médias, à continuer à accompagner le processus pour que nous continuions à faire passer les messages que mes prédécesseurs ont déjà fait passer en vue d'éviter la propagation massive de cette maladie. Merci beaucoup, docteur Aoussi, docteur Sosinou Aoussi, je rappelle donc qui est le secrétaire général du ministère de la Santé, épidémiologiste et également adjoint, donc coordonnateur adjoint, on va dire, donc il est de la coordination nationale de gestion de riposte CNGR. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On ne le dira jamais assez. Respectons scrupuleusement les mesures barrières pour éviter le coronavirus. Plus de discipline nous permettra donc de vaincre cette maladie. Et durant tout ce mois d'octobre, nous vous invitons donc à consommer local pour soutenir justement nos entrepreneurs, nos producteurs locaux. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Notre rendez-vous, c'est vendredi prochain pour un autre débat au cœur de la nation. Au revoir.